Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour à tous, je suis Jules de l'équipe de Ciné 3000 et aujourd'hui je présente une nouvelle émission, Ciné 3000 Pro. Ciné 3000 Pro, ça vient d'une envie, mais aussi d'un besoin. Consommateur assidu de podcast cinéma, je me suis rendu compte qu'on s'attardait énormément sur les films, ce que nous faisons également dans notre émission Ciné 3000, mais très peu sur les gens qui fabriquent ces films. Ayant fait mes études dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, notamment dans la production et ayant travaillé sur pas mal de tournages, j'avais envie cette fois-ci de mettre à l'honneur les personnes et les métiers de cette industrie dont on parle moins, voire pas du tout. Ciné 3000 Pro, c'est un podcast sur les différents métiers qui font le cinéma, de la régie à la distribution de films en passant par le casting, la production, le tournage. Nous essaierons ici de proposer un panel de métiers passionnants et souvent méconnus. Car il est important de rappeler que le cinéma peut difficilement exister sans l'industrie culturelle qui produit tous ces métiers. Alors vous me direz pourquoi faire cette émission. Cette émission, elle s'intègre dans l'écosystème de Ciné 3000 que nous avons créé avec mes deux compères Nicolas et Habib en 2025. Nos épisodes seront plus concis que ceux du Ciné 3000 classique et nous aurons à chaque fois un ou une invitée qui viendra parler de son métier et de son rôle dans la création d'un film. Je proposerai également à mes invités une sorte de carte blanche. Je leur demande de venir avec un film qui fait soit écho à leur métier dans le cinéma, soit un film qui leur a donné envie de travailler dans ce domaine ou un film fétiche à faire découvrir aux auditeurs. Bref, ils font un peu ce qu'ils veulent et on va en discuter parce que serait un podcast sur le cinéma sans un film. Pour ce qui est du rythme de sortie, ces épisodes de Ciné 3000 Pro ils sortiront entre les épisodes classiques de Ciné 3000, soit un épisode par mois. Tous les épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts pour l'audio et YouTube pour la vidéo. Et pour avoir toutes les infos, nous avons un compte Instagram Ciné 3000 que vous pouvez suivre, ainsi qu'un Linktree qui regroupe tous les liens. Ceci étant dit, bienvenue donc dans le premier épisode de Ciné 3000 Pro. Et pour ce premier épisode, nous allons commencer par la fin de la production d'un film. Acteur souvent méconnu par les spectateurs dans l'écosystème du cinéma, qui permet au film d'exister après avoir été finalisé. Sans lui, pas d'exploitation en salle, pas de communication autour du film, pas d'affiche dans le métro, pas d'avant-première qui permettent à tous les créateurs de contenu de voir le film 2 semaines en avance, pas de remontée de recettes pour rembourser le préachat du film, pas d'acteurs ou de réalisateurs qui viennent présenter le film. Je parle bien évidemment du distributeur. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Maxime, distributeur indépendant et fondateur de Carib Distribution en 2024. Salut Maxime et bienvenue. Salut, merci de m'accueillir pour ce premier épisode, pour l'inauguration finalement de ce podcast. Et très content de t'avoir. Après un BTS audiovisuel et une licence professionnelle à la Sorbonne Nouvelle, tu travailles chez Dorian Film, un distributeur de films en physique et numérique qui a aussi la plateforme de VOD numérique Capucine. Tu commences ta carrière chez eux en tant qu'alternant, en assistant édition et diffusion, puis tu passes responsable acquisition et auteuring DVD après ton diplôme. Fan de cinéma de genre et aussi d'animation, tu crées également en 2022 le festival Paris Animation Contest, la plus grande compétition de courts-métrages d'animation de Paris. Et tu décides enfin de te lancer en solo en 2023 en créant ta propre entreprise de distribution indépendante, Carib Distribution. Exactement, tu as Pas très mal. bien dit. Ah, beau parcours. Bravo pour ce beau parcours Merci. et en si peu de temps. Pour commencer, rentrons directement dans le sujet parce qu'on parle des métiers du cinéma. Est-ce que tu as éprouvé des difficultés à te lancer tout seul, que ce soit pour la création du festival, de ton festival d'animation ou pour le lancement de ta entreprise de distribution? Pour le festival, j'ai été accompagné par Dorian Film, qui est le principal financier du festival. C'était vraiment l'optique de mettre en avant le cinéma d'animation, sachant que l'objectif aussi avec ce festival, c'est de commencer à connaître un peu les gens qui travaillent dedans. C'est moi qui m'occupais aussi de créer les jurys, et puis c'est encore le cas pour l'édition de cette année. Et, et au final, ce festival me permettait de voir des centaines de courts-métrages d'animation tous les ans. Et c'est là où j'ai découvert que vraiment il y avait un panel de films qui ne sortaient pas, avec beaucoup de choses ultra intéressantes, surtout dans l'animation où l'expérimentation est vraiment beaucoup plus présente que dans le court-métrage live. Ce qui fait que je me suis dit, ah bah attends, je peux essayer de contacter quelques réalisateurs de ces films pour essayer de choper les droits et puis essayer de les travailler. Et c'est d'ailleurs de ça qu'est né Carib Distribution à la toute base, c'était avec des courts-métrages d'animation, avant de switcher vers le cinéma de long-métrage. J'ai voulu quand même travailler quelques courts-métrages d'animation, ce qui est quand même plus compliqué à faire que du long-métrage parce que le, le milieu du court-métrage est quand même assez restreint financièrement.
que ça soit pour les distributeurs, quand on monte les films en festival, on est rarement rémunéré ou quoi. Donc c'est compliqué d'en faire une activité vraiment pérenne et stable. Ce qui fait qu'aussi je me suis orienté vers le long métrage parce que j'avais besoin de monter une boîte qui avait besoin voilà, de se pérenniser et de vivre plus posément. Alors, c'est pas forcément une activité très, très posée, justement, mais c'est vrai que le court métrage, c'est beaucoup plus dur de se faire une place parce que je pense qu'il faut vraiment un catalogue énorme pour commencer à être rentable et commencer à pouvoir en vivre. Euh, et le long métrage, ça me parle quand même plus que le court métrage où j'ai moins de connaissances, même si j'adore continuer à faire mon petit festival à Paris tous les ans. Est-ce que on a les infos pour cette année 2026? Oui, le festival, il aura lieu au Club de l'Étoile comme l'année précédente et ça sera le 4 mai, lundi 4 mai, où on a déjà, sélectionné, une quinzaine de courts métrages. Là, les places vont sortir bientôt et puis on a commencé à faire le jury. On a le scénariste Edine Noël qui avait fait, justement Amélie, qui était sortie l'année dernière, et on a différentes, justement spécialistes aussi un peu comme toi le jury, j'essaie toujours d'aller chercher des métiers un peu moins connus. Donc, on a ce scénariste qui est aussi directeur artistique dans l'animation. On a deux compositing artistes. Et voilà, j'essaie un peu d'aller chercher des personnes un peu atypiques dans les jurys de courts-métrages. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça va être super sympa. Et on offre un petit verre à la fin. Et c'est la cinquième, Ouais, c'est ça, cinquième édition. Ouais. Ok. Est-ce qu'avant de parler de ton aventure chez Carib, et quand tu t'es lancé, on va faire un court appel aux auditeurs sur qu'est-ce que la distribution de films en France, qu'est-ce qu'est l'écosystème, on va en parler un petit peu parce que nous on maîtrise ce sujet et c'est vrai que la plupart des spectateurs ne se rendent pas compte du travail du distributeur. Clairement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi rapidement? Bah, j'avoue que moi aussi j'étais un peu dans le flou quand je suis arrivé sur Paris, donc il y a 4 ans maintenant. Et c'est justement avec la licence à la Sorbonne où j'ai découvert le métier de distributeur qui m'était complètement inconnu aussi avant cette licence. Et, et j'ai adoré cette facette du métier où en fait l'objectif pour nous, c'est d'acquérir des films qui n'ont aucune notoriété en France, que personne ne connaît, mis à part quelques festivals et quelques gens qui vraiment se renseignent, et essayer de leur donner une notoriété justement importante en France, leur donner un axe aussi de travail, parce qu'un film, quand on l'acquiert, on peut l'utiliser dans n'importe quelle façon, on peut le modeler un peu comme on souhaite. Et on peut autant sortir un film, sur le flanc un peu plus horreur, un peu plus comédie, un peu plus c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment une pâte à modeler avec ce film et on peut un peu les travailler comme on veut, on peut trouver des partenaires, enfin, c'est vraiment se battre pour aller faire vivre le film dans un milieu où il y a des sorties, continuellement toutes les semaines, où on a une dizaine de films qui sortent, tous les mercredis et donc c'est un peu notre métier justement d'avoir de la place, de se faire son petit trou pour exister et vivre à côté de toutes les propositions que le cinéma porte. C'est ça, et aussi rappeler que bon, je pense que Carib est encore jeune. Je sais pas si tu prends des parts de financement, mais aussi le distributeur peut préfinancer un film, le préacheter, comme on le fait souvent dans le cinéma français. Mmh. C'est un autre guichet de financement Bien comme sûr, un ouais. autre. S'il croit en ce film et qu'il pense qu'il peut bien le distribuer et que ça peut marcher en salle, il peut déjà poser un peu d'argent sur le film. Ouais, s'investir avant même que le film soit fini et souvent, quand tu t'investis avant que le film soit fini, tu mets une plus grosse part pour être le distributeur, on va dire, exclusif du film et bloquer un peu les droits. Mais c'est vrai que oui, je suis encore un peu jeune et c'est vraiment des sommes qui dépassent encore mon échelle. Et pour l'instant, ouais, je travaille plus avec des films déjà finis étrangers, qui sont un peu plus accessibles que du film français ou du film pas encore terminé. Et donc ça fait la suite à ma question, c'est oui, quel genre de film Carib distribue? Qu'est-ce qui toi te touche? Qu'est-ce que tu aimes distribuer? Bah, je marche beaucoup au coup de cœur, j'avoue, avec Carib, où heu, j'ai tendance à beaucoup regarder de films et à vraiment prendre les choses qui me parlent, sur les thématiques sociales ou après moi personnellement, j'aime beaucoup défendre les films de potes, que j'appelle ça comme ça. C'est des films qui sont à la fois fun, accessibles et qui sont, parfaits pour, les soirées qu'on passe avec nos potes, sans pour autant prendre des films, mauvais. Enfin, vraiment l'objectif, c'est justement de de sortir une line-up de films de Mmh potes mh. cool et qui donnent envie peut-être à des gens, justement quand tu as des potes pas trop cinéphiles, de leur montrer un film qui est plutôt, différent, qui leur propose des choses, comme c'est le cas, bah, avec, les différentes propositions que j'ai pu faire jusqu'à là. Et voilà et après bon, moi j'ai quand même une attirance vers le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur qui est quelque chose que je défends. J'aimerais bien aussi me tourner vers le cinéma d'animation que j'ai défendu au tout début et qui maintenant, est moins présent dans ma line qui est pas du tout même présent dans ma line-up long métrage.
Mais voilà, donc moi, pour l'instant, mon objectif, c'est voilà, les films de potes et toujours cette appétence pour le cinéma fantastique et le cinéma de genre en général. Et pourquoi Carib, ce nom À la base, je voulais m'appeler Maelstrom Distribution Ok. parce que moi, je trouve ça super joli, un peu cette forme de Maelstrom. Je trouve, enfin, c'est quelque chose que je trouve assez envoûtant et plutôt cool et assez atypique dans la nature. Donc un peu comme je trouve se situe Caribde. Et il se trouve que Maelstrom est un film de Denis Villeneuve qui est quand même assez connu, ce qui fait que quand on tape Maelstrom Distribution dans Google, on tombe sur son film. Du coup, j'étais en mode, pour le référencement, c'est pas Oui. très pratique. Et je me suis dit, Carib, je trouve ça cool parce que le côté mythologie, ça peut faire un peu rêver les gens aussi, ce côté un peu étonnant du nom, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et ça pousse les gens à se questionner, donc forcément chercher un peu plus sur ma boîte et tout ça. Et, euh, et puis, bah, j'adore cette forme aussi du monstre mythique qui vit Oui. sous l'eau et qui aspire les bateaux. Enfin, moi, je trouve ça assez poétique et plutôt cool. Oui, Et c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Oui, pour rappeler aux auditeurs, Charybde, c'est un des monstres de la mythologie grecque, Exactement. une Qui, sorte de kraken sous-marin. c'est ça, qui vit sous l'eau et qui a sa gueule qui va vers le haut et qui aspire en fait et crée un tourbillon comme un maelstrom justement. Et d'ailleurs, je crois que dans la mythologie, c'est l'explication du maelstrom par l'Odyssée. Donc voilà, et qui vit en face de Scylla, qui est une, euh, une, euh, qui est un monstre qui vit dans une grotte et qui attire les bateaux par son chant. Et, euh, et à ce moment-là, dans l'histoire, le bateau est obligé de passer entre ces deux monstres et de faire un choix, d'où l'expression de tomber de Caribe en Scylla, parce qu'on est obligé de Ok, passer par l'un ou par l'autre ok, pour repasser par ce passage. très bien. Donc voilà. Pour parler de tes premiers succès de distribution, car comme je l'ai dit, tu as commencé ça en 2023. Mhm. Tout d'abord, tu as distribué Hundred of Beavers de Mike Cheslick, qui est sorti en 2024, qui a eu des sélections au festival de Gérardmer, Mhm. donc festival de fantastique, d'horreur, cinéma de genre, et il a eu un prix du public au festival Grindhouse. Mhm. Bah justement, ce film-là, qui est un film très particulier, une comédie burlesque en noir et blanc, un hommage au cartoon de la Warner et tout ça, qui est particulier par sa forme, noir et blanc, muet, euh, mais aussi très universel dans le sens où finalement l'humour slapstick, ça fait un peu rire tout le monde. Se prendre un piano dans la tronche, tomber, enfin c'est vraiment un humour très commun et très classique. Ce qui fait que ce film, au final, quand les gens lui donnent sa chance, fonctionne souvent auprès du public parce que bah, il lui trouve des qualités, il est vraiment très très drôle. Et je l'ai découvert à Gérardmer justement lors d'une d'une nuit décalée, c'est qu'il était sélectionné. Et j'étais en mode, ah, le film est incroyable. J'avais pas encore commencé à distribuer de long métrage, donc quand je l'ai découvert, j'étais en mode waouh. Et il se trouve qu'en voyageant au Festival de Cannes quelques mois plus tard, le film était toujours en vente par le vendeur international qui s'occupait des droits du film. Et j'étais en mode, bah, écoute, on va tenter le coup. Et j'ai décidé de faire un peu un all-in avec mes comptes et à partir d'un seul coup sur tout ce film et tenter de le distribuer, de vraiment avoir ce film et tenter de le faire vivre hors des festivals pour ne pas justement qu'il meure en festival au bout de quelques sélections. Et c'est vrai que cette sélection à Gérardmer, cette sélection à Grindhouse, qui est un super festival à Toulouse, c'est vraiment aussi une façon de donner de la visibilité, que ce soit une Dreads of Weavers, mais aussi à tous les films que je distribue, parce que c'est vrai que les festivals, c'est très important dans le cinéma de genre. Mais, mais donc pour l'acquisition, donc tu étais à Cannes sur le marché du film, c'est ça? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un festival de cinéma, pour rappeler aux gens, il y a le festival avec la compétition assez classique, et dans l'ombre, souvent, il y a le marché du film où les distributeurs internationaux viennent voir un peu ce qui se fait, les nouveaux films qui s'apprêtent à sortir, et voir, ah, lui, je pourrais l'acquérir, ça pourrait bien marcher dans mon pays, etc. Et donc, c'est là où tu es allé à Bah, la rencontre En de. fait, j'avais des connaissances qui étaient au marché du film. Cette année-là, j'y étais pas encore accrédité parce que Caribde était trop petit et n'était pas assez important. Et finalement, je leur ai demandé, ah, tu peux essayer d'avoir des infos sur Under the Beavers, peut-être qu'il y a encore et tout. Ils avaient chopé une carte de visite. Je me souviens, j'étais reparti avec la carte de visite de Raven Banner, qui est la société qui s'occupe de revendre les droits du film dans tous les pays du monde. Et du coup, j'étais parti avec ma carte comme un vainqueur en mode, bah vas-y, je leur envoie un mail. Et ils m'ont répondu avec grand plaisir et ils ont été très cool de faire confiance à une boîte qui avait aucun film de long métrage pour vendre un film qui au final a très bien marché, quoi. Et comment ça se passe? Donc, tu as proposé un montant que tu peux allouer au film pour tout ce qui est publicité, marketing, le placer dans certaines salles, c'est ça? Pour Hundreds of Beavers, vu que c'était un film assez particulier, c'était mon premier, moi je leur ai juste donné un prix d'achat de tous les droits en France.
sans leur promettre quoi que ce soit, sans leur promettre de sortie salle, sans leur promettre, parce que je savais que je connaissais rien, donc je préférais juste dire: «Je vous donne telle somme et vous me donnez le film et après, on voit ce qui se passe». OK. Sachant que moi, quand j'achète des films, je prends les droits complets de tous Monde? les non, les droits complets en France, pardon, mais par exemple, les droits pour la télé, pour les plateformes de SVOD, pour les DVD et pour le cinéma. Voilà, les 4 gros droits que j'achète. Donc là, ouais, avec Hundreds, je suis arrivé vers eux, je leur ai dit: «Bah, j'ai tant d'argent, est-ce que vous êtes OK pour qu'on y aille?» Et ils ont été OK, donc Oui, voilà. même pour eux, ça se trouve, c'était une aubaine. Ils se sont dit, un Bah, un Français qui veut nous acheter un film film, q qui film, canadien qui est quoi? canadien, américano, Ouais, canadien, un peu perdu. muet. Bah, c'est vrai qu'au final, je sais pas si d'autres, distributeurs y seraient allés. Je pense qu'il aurait peut-être fini sa vie, sur une plateforme type, Sooner ou type, Shadows. Donc, je pense que aussi le fait de l'avoir sorti en salle, ça lui a permis de donner une petite aura en France. Alors pas aussi forte qu'aux États-Unis où le film a fait, plus d'1 million de recettes en salle et c'est un gros succès indépendant. Mais, mais en tout cas, il a pu avoir quand même des sorties en France. On a Oui. fait, 2 000 spectateurs à peu près, sur les différentes séances, du film, un peu partout en France. Donc il a fait sa vie, il continue d'ailleurs, hein. J'ai encore des projections, genre le mois prochain, il y a encore des projections du Mmh. film. Et il a très bonne presse, ce film aussi. Exactement, ouais. Franchement, on a eu un gros appui enfin, par exemple, en fin de 2024 et quand j'ai sorti le film, on était dans beaucoup de tops de fin d'année, donc ce qui a permis de aussi relancer la hype et tout ça. Donc, ouais, franchement, c'était une première expérience qui était très intéressante, avec un film très particulier qui a direct mis une DA sur la boîte et surtout qui était, vraiment très fun à travailler et je suis super content et j'ai aussi cette chance que c'était un film facile, dans le sens où il avait déjà un bouche à oreille très fort. Donc quand on a fait la première séance parisienne au Majestic Bastille, la salle s'est remplie parce qu'aussi le film avait déjà une petite aura et il intriguait déjà les gens. Et pour nos auditeurs, qui souhaitent le voir, donc il est disponible, Ah, sur les plateformes VOD, je crois? exactement, ouais, il est sur, il est sur Sooner justement, il est sur Shadows, il est en Blu-ray, DVD, heu et il est sur Letterboxd en VOD aussi. Oui. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas encore sur Canal ou quoi que ce soit en termes de SVOD, mais peut-être un jour, on sait jamais. Voilà, on vous le conseille. Et ensuite, tu as enchaîné, enfin, ça s'est fait assez vite. Tu as pu, avoir l'aventure Escape from, 21st Century de Lee Young, sorti en 2025, qui a été sélectionné au Toronto Film Festival et également au PIF. Mmh. Et ça, Heu, c'est oui, ça au PIF? oui, exactement, au pif, Mmh. pardon. Et ça, c'est, ta plus grosse sortie, depuis la création de Charybde? Ouais, exactement. Du coup, il faut savoir que quand on sort un film en salle, pour, les gens qui ne sauraient pas, on peut le sortir de 2 manières différentes. Soit on le sort de manière, exceptionnelle et événementielle, c'est-à-dire qu'on le sort pas, comme tous les films, c'est-à-dire, tiens, bah, la semaine prochaine, mercredi prochain, on est dans, 400 salles partout en France. Hundred of Beavers, lui, il est sorti, par salle et par séance. C'est-à-dire que j'ai fait une séance à Paris tel jour, j'ai fait une séance à Avignon, une séance à Reims, nanani nanana et petit à petit, bah, on a gravi les échelons comme ça. Et là, pour Escape from the 21st Century, c'était la première fois que je voulais faire une sortie nationale. Donc, c'est-à-dire que le film, je l'ai calé au 28 août 2025. Et, et je me suis dit, bah, le 28 août, il faut qu'il soit dans le plus de salles en France en simultané. Et c'est vrai que c'était ma plus grosse sortie pour le moment. Actuellement, on travaille sur la deuxième. Mais en tout cas, c'était vraiment un gros pari où je me suis dit, bon, Escape, qui est un film de science-fiction chinois qui raconte l'histoire de trois ados qui peuvent voyager dans le temps en éternuant. Un film complètement barré, mais très pop, très jeune, très dynamique. Et fait de bouts de ficelle? Bah, c'est vrai que alors, il a quand même un budget assez important, Oui, enfin, il est autour des 15 millions de budget, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est un film chinois, ce qui fait que là-bas, ils ont un tel pool de personnes qui peuvent aller au cinéma, qu'ils peuvent, se permettre de mettre un peu plus de budget aussi. Mais c'est vrai que par contre ça reste un premier film, donc tu sens qu'il y a une patte aussi du gars qui a reçu 15 millions et qui sait pas s'il il va s'est fait pouvoir refaire plaisir. un film et voilà. Il s'est fait plaisir, il a mis toutes ses idées, hem et ouais, en tout cas, ça a été notre plus grosse sortie, pour le moment. Le film a plutôt bien marché aussi, donc on a eu un bon retour public, donc Et c'était assez cool. aucun autre distributeur français ne s'était placé sur ce film? Et bah, pour tout te dire sur ce film,
Je les ai contactés justement après le PIF, donc qui est un festival du film fantastique qui se déroule au Max Linder à Paris, où j'ai pu voir le film. J'ai contacté les ayants droit aussi du film, je leur ai dit: «Ah, je suis grave intéressé et tout», je leur ai donné un prix. Eux, ils m'ont donné un prix 5 ou 6 fois supérieur à ce que je leur avais demandé. Donc moi, je leur ai dit: «Bah non, c'est pas possible». Je suis parti pendant quelques mois faire autre chose et ils sont revenus automatiquement, ils sont revenus vers moi par eux d'eux-mêmes parce que je pense qu'ils n'avaient personne Oui. d'autre. Et c'est Pardon. Et c'est vrai que c'est une proposition qui est tellement particulière. Je ne sais pas s'il aurait trouvé écho dans le line-up d'un autre distributeur ou parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit: «Ah bah si, on l'a vu, il nous intéressait, mais j'ai pas réussi à convaincre le patron, j'ai pas réussi à convaincre Oui. tout ça». Et là, c'est toi le patron, donc Voilà, exactement. C'est aussi la chance que j'ai, c'est que je suis tout seul à bord, donc bah, pour me convaincre, c'est pas très compliqué. Alors que c'est vrai que dans une boîte où il y a 5 ou 6 employés, bah, là, tu sens mmh, direct qu'il faut au moins convaincre 3 personnes et c'est un film qui est quand même très différent, qui est assez singulier, donc c'est plus compliqué. Mais c'est aussi l'avantage de travailler une line-up comme ça, c'est que je commence à devenir aussi, auprès des vendeurs internationaux, une une petite référence du distributeur qui prend des films un peu différents, qui tente des choses. et je sais pas si tu peux nous donner les montants, sur les droits d'achat pour Mmh. qu'on parce que bon, tu es une entreprise de distribution indépendante, Mmh. donc tu es plutôt petit. Est-ce que tu peux nous dire un montant pour ce film, Bien sûr. chinois, combien est-ce que tu leur as proposé pour acquérir les droits France complets? Ouais, de toute façon, tous les montants sont publics parce qu'on est OK, obligé de publier tous les contrats de distribution sur le RCA, sachant que moi je floute pas les montants. Mais c'est la même somme pour Hundreds et pour, Escape et c'était 10 000 € OK. d'achat. Sachant que sur Hundreds, c'est 10 000 €, mais je leur reversais rien derrière. Alors que sur Escape, je l'ai payé 10 000 € et je leur reversais une partie des pourcentages des revenus en plus. Donc, sachant qu'eux, du coup, ils demandaient plus autour des 60 000 €, ce qui était, pour avoir, un taux sans pourcentage. Donc, voilà, c'était un gros pari encore une fois, mais, le fait que Hundreds ait eu un gros succès, ça m'a permis aussi d'investir là-dedans parce qu'au final, j'ai juste investi personnellement Oui, OK. avec Hundreds, mais maintenant la boîte elle tourne, sur les revenus d'Escape, sur les revenus OK. d'Hundreds et tout ça. Donc là, tu peux te faire plaisir sur les prochaines acquisitions. Même si tu sais que ça va pas forcément marcher, au moins si tu veux faire vivre un film, tu Exactement, ouais. peux. OK. C'est ça, bah, je peux me permettre, alors maintenant je veux aussi, cette force de négociation d'avoir, des premiers succès, de montrer que je sais le faire, de pouvoir dire aussi: «Non mais par contre, ton film là tu me le vends trop cher, ça sert à rien parce que le je peux pas inventer des spectateurs, je peux pas les inventer en salle, quoi». OK. Ça nous amène à la prochaine, sortie de Carib. Bah, là, ça va être donc ta plus grosse sortie, qui est le film Ville et Misérable de Jean-François Leblanc, Mmh. film, québécois, Exactement. canado-québécois ou? Moi je dis québécois Ouais, j'avoue, mais québécois, ça se qui sort le 22 avril au cinéma. En fonction de notre podcast, s'il sort avant ou après, il sera en salle certainement quand le podcast sort, donc exactement. on vous enjoint à aller le voir. Et bah, voilà, comment s'est passée l'acquisition? Est-ce que donc comme tu l'as dit, tu as pu faire levier avec tes anciens succès? Est-ce que tu commences à te rapprocher donc enfin avec Hundred of Beavers, tu déjà vers le cinéma canadien? Bah, Comment du ça coup, s'est passé? j'ai beaucoup de cinéma canadien, il se trouve, parce que, bah, en plus de Hundreds of Beavers qui, même s'il est, financé par les États-Unis, est un film purement canadien, d'une équipe canadienne et tout ça. Et en plus de Ville les Misérables, j'ai aussi, Buffet Infinity qui sera en festival, dans quelques mois, qui est un film canadien. Et je commence, bah, du coup, avec Les Misérables un peu à me pencher là-dessus. C'est vrai que le cinéma canadien est super intéressant sur le point de vue, cinéma de genre, cinéma indé. C'est plutôt sympa d'aller voir ce qui se passe là-bas et notamment avec le festival de Toronto ou le festival, Fantasia qui est à Montréal, qui sont 2 gros festivals, de genre. Et là, pour le coup, pour Ville les Misérables, c'est les productrices qui sont venues me chercher directement c'est leur premier long métrage, c'est leur premier long métrage et elles m'ont dit: «Ah bah, on aimerait bien le sortir en France parce qu'on sait pas, est-ce que ça peut marcher et tout ça». Il se trouve que, moi j'étais assez, intrigué par le film, il m'a plutôt plu. C'est un film qui a beaucoup de force pour lui, c'est un premier film qui a une DA assez intéressante, qui est très drôle, au Québec, il a un casting qui est quand même assez, identifié. Alors pas du tout en France, c'est un peu ça aussi, mais ça permet justement peut-être de pousser vers l'identification, sachant que Pierre-Luc Funk, qui joue dans notre film, va jouer dans la prochaine série de la réalisatrice de Empathie, qui avait fait la OK. série avec, Thomas N'Gijol, Mmh. sur Canal. Ouais. Hem, donc voilà, petit à petit, on poussait sur ça aussi et voilà, donc les productrices sont venues me dire: «Bah, est-ce que ça te tente de le sortir?» Moi, je leur ai dit: «Bah, carrément». L'avantage aussi quand elles viennent me voir, c'est que du coup,
le prix d'achat est moins fort. Elles sont venues en me disant, on va pas te faire un gros MG, donc un minimum garanti, qui est la somme que je verse avant pour acquérir les droits. Euh, et, euh, et au final, bah, on a avancé là-dessus avec les deux prods. Et tu vises donc. Oui, donc là, les gens sont venus te voir quand le film était fini. C'était pas un Exactement, ouais, ouais, préachat. Tu n'as exactement, pas préacheté sur scénario, comme on dit. exactement. Tu comptes le distribuer dans combien de salles? Quel cinéma tu vises? Quel territoire? Quelle population? Parce que c'est ça aussi le rôle du distributeur, c'est en fonction de ton film. Imaginons si tu as un film plutôt de patrimoine français sur la Résistance, tu Mm, sais à peu près quel multiplex tu vas viser, ou si c'est un exactement. film comme Ville et Misérable, qui est plutôt donc un film d'une comédie, ouais, une comédie de genre, Ouais, c'est ça, comédie un peu voilà, un fantastique. peu décalée, avec totalement québécois, avec des blagues très très drôles. Où est-ce que tu le distribues? Bah, finalement, alors le gros problème qu'on a actuellement, c'est que en tant que petit distributeur, on n'est pas du tout prioritaire pour les exploitants de salles, les cinémas. Et le 22 avril et tout le mois d'avril, globalement, il y a entre 15 et 20 films qui sortent par semaine. Donc ça veut dire que là, c'est bouché de chez bouché. Et du coup, on n'est pas prioritaire, donc on se bat aussi pour exister, que les cinémas nous prennent et tout ça. On a quelques cinémas qui nous font confiance. Nous, l'objectif, c'est de viser une trentaine de copies en tout. L'avantage, c'est que le film va avoir beaucoup d'avant-premières au mois d'avril. On en a 35 à peu près de prévus. Avec réalisateur et acteur? Alors, pas avec réalisateur. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a les. Attends, je réfléchis que je dise pas de bêtises, hein. Euh, Ouais, non, je sais pas. Du coup, on a fait un travail d'opération avec des librairies qui va nous permettre de faire des avant-premières où, en gros, les libraires viendront présenter le film, accompagner, présenter le métier de libraire, parce que toute l'histoire du film se déroule dans une librairie. On s'est dit, ça serait sympa de mélanger ces deux commerces de culture, souvent indépendants dans les villes, sachant que l'objectif, c'est qu'on a aussi beaucoup démarché des libraires dans des petites villes, ou en tout cas pas des métropoles, quoi. Et ça nous a permis quand même d'avoir ouais, une quinzaine, vingtaine, plus d'autres avant-premières qui sont prévues, mais sans libraire un peu plus classique. Donc, en fait, l'objectif, c'est plus de faire des temps forts au début où le film va un peu faire du bouche à oreille. Il va sortir en semaine nationale, en sortie nationale le 22 avril. On n'aura peut-être pas beaucoup de salles, voilà, on aura peut-être 15-20 salles. Mais l'objectif, c'est que pendant mai, on continue à prendre des salles et on grabe. Et au final, on arrive avec 50 salles, mais étalées sur Mhm. 4 ou 5 semaines. C'est Euh, ça. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, les jours de la sortie des films, donc tous les exploitants de salles vérifient donc les chiffres chaque entrée du premier jour. Et après, ils jaugent en fonction, ou même sur la première semaine, si un film où ils n'avaient pas misé dessus fait pas mal d'entrées, ils se disent: ah, alors peut-être que ça peut plaire à ma clientèle. Donc, il revient voir le distributeur et lui dit: bon, bah, je t'ai dit non pour la première semaine. Et bon, bah là, si tu veux, je te fais rentrer dans mon pool de salles. Et c'est exactement. un peu comme ça, toujours du marchandage avec les chiffres qui sont très scrutés. Et c'est pour ça que c'est un film qui commence fort, ça peut l'aider pour la suite, et qui s'étale sur le long terme et étaler les entrées. Exactement, ouais. Bah, on se dit qu'en tout cas, si on a des bons chiffres en avant-première, ça peut peut-être voilà, pousser des salles à nous Oui. dire oui, mais plus tard. Donc, nous, ça nous va aussi, sachant que c'est une sortie aussi où on reçoit l'aide du Québec. Enfin, Ok. on a reçu des aides québécoises, sachant que le, le gros organe d'aide en France, le CNC, qui est assez connu parce qu'il donne vraiment des aides à quasiment toutes les productions françaises, euh, n'aide pas encore Caribd parce qu'il faut avoir fait 3 sorties nationales complètes et finies pour demander les aides. Donc là, c'est la deuxième sortie que je fais. Normalement, j'espère en faire une troisième en fin d'année. Et après, comme ça, 2027 me permettrait de lancer un peu la machine aussi, d'avoir des aides du CNC et tout ça. Mais c'est vrai que Ville et Misérable, contrairement à Escape, ou Escape from the 21st Century, était un film très jeune, très dynamique, qui marchait beaucoup par une com digitale et sur les réseaux sociaux. Là, du coup, on est plus sur un film un peu plus âgé, euh, qui va plus marcher par du hors-média, donc ça veut dire contacter les assos, contacter les librairies, comme je disais. Donc, c'est deux typologies de films très différentes, mais ça permet aussi de dire que, regardez, Carib dit sait faire ça, Carib dit sait faire ça, on peut faire tout. Et on essaie de développer la boîte aussi sur ce sens-là, de se dire, bah, on a des petits acteurs de la distribution, mais on vient essayer de créer peut-être Mhm. pas un nouveau modèle, je me permettrai pas de dire ça, mais en tout cas créer une petite voie indépendante de notre côté pour essayer de faire exister des films qui seraient sûrement jamais sortis. Euh, Faut s'imposer, c'est ça le plus dur pour l'instant, mais moi j'ai espoir aussi dans 3 ou 4 ans, les cinémas nous voient comme ah, c'est le petit distributeur Mhm. qui a des petites pépites, et puis on n'est pas à l'abri d'avoir un film qui a un succès surprise et puis qui permet de faire marcher la Tu, boîte.
il sera projeté à l'UGC Les Halles à 9h, non? T'as pas Non, réussi? malheureusement, pas de Neverdéal pour Ville et Misérable. On l'a eu pour Escape, Ok. qui était vraiment. Donc, le Neverdéal, c'est une séance un peu la séance mythique de Paris, dans le sens où c'est la première séance de France où la plupart des films que UGC choisit sont diffusés à 9h. Et du coup, tous les distributeurs de ces films se retrouvent au Halles pour boire un café et voir les résultats de cette première séance. Euh, c'est vrai que bah, là, les Halles, en tout cas UGC, n'était pas spécialement intéressé par le film. Donc voilà, c'est aussi la vie. Je sais que d'autres distributeurs qui sortent des films cette semaine-là sont pas non plus dans ce pool de gens qui ne sont pas au UGC, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais en tout cas, sur Escape, j'ai eu la chance d'y être. On est resté 3 semaines au Hall et c'était vraiment une super Oui. expérience de commencer par un film comme ça. Sachant que nous, spectateurs assidus de cinéma, on a aussi fait notre culture à ce 9h des Halles Exactement. lors de nos études et tout. Et c'est vrai que ça a dû te faire Bah ouais, chaud au cœur qu'un de tes films y aille. bah, moi, du coup, j'ai pu voir Escape au Hall avec Voilà. tous mes potes, donc c'était trop bien. On a pu. Ouais, franchement, c'était une super. J'étais super heureux d'avoir. Enfin, sur Escape, on a eu une cinquantaine de salles en première semaine. Enfin, j'étais en mode. C'est improbable, quoi. On a fait 10 000 entrées en première semaine, donc moi, j'étais super content. Voilà, et après, La Ville est misérable fera sûrement pas ces chiffres-là, mais c'est aussi la vie de distributeur de faire. Il y a des hauts, il y a des bas. Mhm. Après, un film rentre dans ton catalogue et tu peux le rentabiliser autrement. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur le format physique parce que bah, j'adore ça depuis Dorian. Donc, j'ai fait un Blu-ray sur Escape, j'ai fait un Blu-ray sur Unread. Là, sur Ville est misérable, on est déjà en train de parler pour faire le DVD et peut-être un Blu-ray. Donc voilà, on avance aussi comme ça en se disant, bah, la salle, ça marche pas, c'est pas grave, le film, il est pas mort parce qu'il a pas marché en salle, quoi. Bah, ça m'amène à une de mes questions où je me posais que quand la plupart des gens vont vers l'acting, la réalisation ou la production, qu'est-ce qui, toi, t'a amené vers la distribution indépendante de films de genre? Est-ce que donc c'est ton parcours de fac où tu as découvert ce métier? Mmh, Parce que bah, c'est pas anodin. ouais, c'est sûr que c'est pas un métier très, commun, on va dire, et pas très connu surtout. Mais c'est vrai que, ouais, c'est comme tu disais, on a eu une bonne, on a eu des cours de distribution à la Sorbonne avec un prof, qui s'appelle, Michael Müller, qui travaille chez Dulac Distribution, Que qui est l'on un salue. prof qu'on l'on salue et qui est un prof très pédagogue et qui a vraiment, heu, qui a réussi à faire aimer la distribution à beaucoup de gens, en tout cas dans notre promo. Donc il m'a fait découvrir déjà le prisme de la distribution comme ça. Et ensuite, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le cinéma, je regarde des films quasiment tous les jours. Je con et je me dis: «C'est vraiment le meilleur moyen de défendre le cinéma, c'est vraiment de pousser ces visions-là». Sachant que moi l'objectif c'est quand même j'ai sorti que des premiers films pour l'instant et c'est un peu aussi mon objectif de sortir des premiers films et de suivre les réalisateurs derrière pour, essayer de se dire que: «Ah bah regarde, j'étais là au tout début, on peut Oui, continuer comme ça». rappelle-toi de Hem, moi. Rappelle-toi, j'étais là dès le début. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est ça que j'ai aimé dans le métier. C'est ça qui m'a poussé à faire de la distribution, c'est ce côté, défendre le cinéma, défendre les films, avec ce côté où tu as les acquisitions au début, tu es vraiment là tout le long de la chaîne et tu rencontres tous les acteurs, du producteur jusqu'aux ventes internationales, jusqu'à, l'exploitant de salle qui va te prendre ton film en semaine nationale, en sortie nationale. Donc tu as vraiment tout ce cheminement que tu fais et surtout tu peux vraiment t'amuser à construire un film comme tu veux, quoi. Enfin, là, le fait que sur Escape, on a été contacter toutes les, associations de langue chinoise, tu vois, pour essayer de les convaincre de montrer le film et tout ça. C'est fun à faire parce que tu découvres aussi un monde que tu connais pas. Moi, les librairies, je suis pas un très bon lecteur et pourtant, tu vois, j'ai été les contacter, essayé de travailler avec eux. Donc ça permet chaque nouveau film, c'est une nouvelle expérience, un nouveau truc que tu tentes, quoi. C'est vrai que c'est un métier aux multiples facettes et le distributeur, c'est aussi très important parce que une fois que tu as fini ton film, c'est bien, il est beau, la post-prod a été faite, c'est dans la boîte. Mais si ton distributeur, il foire sa campagne de com, il Clairement. l'envoie sur les mauvaises salles, ton film fait des mauvais chiffres, il y a plein d'exemples de très bons films qui ont été mal distribués Mmh, et qui se sont retrouvés à sortir en DVD quelques mois après, dans clairement. l'indifférence totale. Et c'est pour Bah, ça que c'est quand même c'est un métier très cool avec plein de facettes, mais il y a une grosse responsabilité. c'est sûr que tu as un peu, droit de vie ou de mort sur le film, quoi. Si tu te foires, tu peux faire couler le film parce que tu l'as mal vendu, et tu as vraiment beaucoup d'impact sur tes choix. Mais c'est aussi ce côté responsabilité justement, où tu accompagnes le film, quoi. Tu es vraiment une part intégrante du travail, tout en travaillant avec le réal, avec les équipes, de prod et tout ça.
mais c'est vrai que par contre, tu as vraiment beaucoup de responsabilités, quoi. Tu es le chaînon de fin du Mhm. film, donc si tu foires tout ce qu'il y a derrière toi, donc c'est dur, quoi. Est-ce que tu as des réalisatrices ou réalisateurs de rêve que tu aimerais distribuer? Euh, Christopher Nolan? Non, je rigole, je sais ah, pas. My Dream. Euh, bah, j'avoue que, Enfin, bon, on a des rêves, mais on a Mhm, aussi des objectifs où on peut les atteindre. bien Peut-être. sûr. Bah, j'avoue que moi, tout le cinéma type un peu. Enfin, j'aime beaucoup les films qui ont pas spécialement de. On va dire. J'aime beaucoup les films qui n'ont pas de genre, qu'on leur attribue facilement, ou des films qui sont un peu, bah, justement, à multiples Mhm. facettes, comme tu disais. Par exemple, des comédies horrifiques qui partent un peu, des fois, dans le drame et tout ça. Enfin, des films un peu complexes. Et j'aime bien, bah, par exemple, tu vois, Bong Joon-ho, c'est classiquement ce qu'il fait. J'aime bien le cinéma de Jordan Peele. Franchement, j'ai pas des goûts très compliqués. Je me revendique pas ultra cinéphile Oui. pointu, tu vois. Oui, t'aimes le Je- cinéma de genre dans sa voilà, globalité. exactement. Tu vois, j'ai pas l'ambition de dire que je connais super bien le cinéma de base et tout ça. J'aime beaucoup regarder le cinéma, j'aime beaucoup l'analyser. Et moi, je suis plus sur le côté, est-ce qu'un film va marcher, comment tu peux le vendre et tout ça. Mais en termes d'analyse critique, moi, je suis pas spécialement le meilleur. Ce qui fait que j'ai vraiment pas de goût très. En tout cas, j'ai pas des goûts très cinéphile Oui. cliché, on va dire. Mais, euh, mais ouais, Oui, en tout t'aimes le cas, cinéma popcorn, le cinéma entre voilà, potes, les films exactement. de genre, Exactement. quand ça frôle avec le nanar, C'est ça. de la Bah, série après, B. ouais, tu vois, en fait, j'avoue que j'ai aussi des goûts qui sont assez. Enfin, j'aime un peu tout dans le cinéma, je me bloque pas. C'est sûr qu'il y a des genres que j'aime moins, tu vois. Moi, je suis pas très western, par exemple. Mais c'est pas pour autant que je me bloque, tu vois. Je me laisse. Mais si, ouais, par exemple, je sais pas, en termes de films que j'aimerais distribuer, ouais, tout ce qui est un peu cinéma de Jordan Peele, le cinéma de Bong Joon-ho, tous les trucs comme ça peut être super intéressant. J'avais vu aussi un film. Alors, attends, j'aime bien les films. Moi, j'adore les films qui se passent dans les films d'horreur qui se passent dans des maisons home invasion. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, et j'adore. Du coup, j'avais bien aimé le cinéma de Damien McCarthy, qui avait fait Oddity l'année dernière, et qui cette année sort Okum, qui sort, je crois, fin avril, le 29, par Jokers. Et ça, c'est vraiment le genre de réal en termes d'horreur qui commence à monter et tout ça, comme le cinéma de Curry Baker qui a fait Milk and Serial sur Netflix, sur YouTube, pardon, et qui sort Obsession dans quelques mois. Enfin, il commence à vraiment y avoir aussi une nouvelle vague de cinéma horrifique qui peut être intéressant. Donc voilà, moi je suis vraiment, je me laisse un peu porter aussi par mes coups de cœur. J'avoue que Mhm. mais voilà. Ok. Et on arrive maintenant à la question qui tue. Oh. Donc, je demande toujours à mes invités de préparer un film pour l'émission, car même si on s'intéresse au métier du cinéma et les gens qui le font, faut pas oublier que le produit final, bah, c'est un film. Et donc, Maxime, de quel film as-tu décidé de nous parler aujourd'hui? Sachant que, je rappelle aux auditeurs, mes consignes, c'est que l'invité peut parler de n'importe quel film, celui qui lui a donné envie de faire du cinéma, son film de chevet, une expérience en salle marquante. Bref, il a carte blanche, mais je crois qu'aujourd'hui, toi, tu veux nous parler d'un film de chevet, comme on dit, Attack the Block de Joe Cornish, sorti en 2011 avec le regretté, enfin pas le regretté, John Boyega et Nick Frost. Enfin, Tourne John plus Boyega parce qu'il a beaucoup joué dans et Star Wars ouais, et on le et regrette. il tourne plus beaucoup en Il tourne plus, plus donc beaucoup. Donc ouais, Attack the Block de Joe Cornish. Pourquoi ce film? Film de bah, chevet en fait, ouais, franchement, c'est un des films de mon enfance qui m'a le plus marqué. Déjà, je pense que ça a été un de mes premiers pas vers l'horreur, parce que même si c'est pas un film vraiment horreur à fond, c'est juste pour vous raconter l'histoire rapidement. En gros, l'intrigue se passe dans une cité à Londres, et c'est un groupe de jeunes qui se baladent dans la rue et tout ça, qui foutent un peu le bordel. Et d'un seul coup, des aliens tombent dans la cité, et on va se retrouver du coup les enfants vont se retrouver à attaquer ces aliens et essayer de défendre leur bâtiment, leur bloc de cité, contre ces aliens, essayer de les repousser, tout ça. Donc c'est un film qui est très action, très teen, et qui a ce côté aussi où tu as des petits moments d'horreur, tu vois, qui sortent un peu de nulle part et qui marchent super bien. Et alors, du coup, ce côté-là, moi, c'est ça que j'adore, c'est que d'un seul coup, voilà, t'as une comédie avec t'as des scènes marrantes avec Nick Frost, et puis après, tu passes sur un truc un peu flippant, ou genre c'est surtout bah, j'ai découvert quand il est sorti, donc 2011, c'est ça. Oui, c'est ça, Donc 2011. j'avais 11 ans, donc c'était une expérience assez forte. Euh, et ça représente bien le type de film aussi que j'ai envie de sortir, parce qu'il est à la fois accessible. C'est un cinéma qui est très partageable. On peut regarder avec du coup,
enfin, ces jeunes enfants, enfin, en tout cas 8-9 ans, tu vois, jusqu'à les adultes. Et c'est aussi un cinéma qui a quand même un vrai travail sur la patte, sur la cinéphilie. La BO, qui est une sorte de musique électronique très prenante et très agressive, marche super bien et détonne un peu face à ce film qui est très jeune. Donc Mhm. ouais, c'est ce côté-là que moi j'aime beaucoup avec ce film. Ça t'aurais aimé le distribuer Ouais, j'avoue que c'est un film que en tout cas, c'est la typologie de film que j'adorerais sortir. Encore plus ce film Ouais. parce que je l'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a une suite qui est dans les studios depuis bien Oui, longtemps parce par Joe que Cornish. oui, je crois que le réal, il a fait que 2 films. Au final, il a écrit en fait, il fait partie aussi de la nébuleuse, Shaun of the Dead aussi avec Mm, Nick Frost, parce que c'est les producteurs c'est de ça, la ouais. trilogie Cornetto qui ont produit ce film aussi. Donc c'est aussi cette patte C'est très ça. anglaise, Bah, c'est ça, ouais, où ce côté, bah, de toute façon, on retrouve Nick si Frost, major anglais, ouais. ouais, c'est ça un peu, bah, le cinéma indé où tu pas beaucoup de thunes et tout ça. Bon, le film, il a quand même c'est le premier film de Joe Cornish, mais je crois que Canal était derrière, à la prod, donc il y avait quand même un petit peu de budget. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où c'était une époque où on donnait justement de la vision à des nouveaux auteurs britanniques, comme, bah, du coup, heu, Edgar Wright, Edgar Wright, c'est ça. qui est apparu à cette époque aussi. Hem et c'est vrai que, bah, c'est ça que je trouve cool aussi, c'est quand tu découvres des nouveaux auteurs, d'où mon idée de défendre des premiers films aussi. C'est de se dire, bah, tu donnes la voix à des personnes qui ont jamais encore fait de film et c'est souvent, des expériences assez, rafraîchissantes et plutôt cool, quoi. Donc franchement, ouais, Attack the Block, je conseille, fortement. Bah, je crois que sur cette, anecdote, nostalgique, Bah, ouais, nous allons finir ce premier épisode de Ciné 3000 Pro. Merci. merci pour l'invitation. Merci d'être venu et d'avoir éclairé un peu plus ce métier de distributeur et qui plus est de distributeur indépendant de films de genre, c'est encore plus niche. Ouais, vraiment. Et en espérant que ouais, les auditeurs ont compris un peu plus comment ça se passait, enfin, la fin de vie d'un film dans la production et le début de sa vie dans la distribution Mmh, et quand il est offert aux spectateurs. exactement. Bah, merci d'être venu, Maxime, et merci. Bah, merci à toi et puis, n'hésitez pas à soutenir les films au cinéma, vraiment, consommer au cinéma, c'est le meilleur Oui, moyen de soutenir l'industrie. et allez voir Ville et Misérable, Ville et Misérables, le qui 22 sera. avril dans quelques salles et puis après, tout le mois de mai et sinon, en DVD, en VOD bientôt. Voilà, et pour écouter Ciné 3000, on est sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et sur YouTube en vidéo parce que Ciné 3000 Pro est filmé. Incroyable. Voilà, c'est une première. Je me suis fait tout beau. Voilà. Ouais, merci et À la salut. prochaine, merci. Ciao.